c'est Charlie et je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un vlog lecture qui est excessivement long. C'est juste que on s'attaque au Sorceleur, 2 tomes du Sorceleur, vu que je les ai regroupés par 2. Ce qui fait qu'il y a quand même une partie où je vous montre toute la misogynie de ce bouquin. Sachez que j'ai supprimé des rushs où il y avait beaucoup plus de ça et tout ce qui est misogynie banalisée, je ne l'ai pas mis. Parce que sinon, clairement, le vlog il dure 1h30 tellement les 2 livres sont abjects. Heureusement, on a du mieux. On a du très très mieux. Et c'est plutôt du côté e-book. Parce que niveau papier, c'est kiff kiff bourricot. Du très bon, du pas bon du tout, du très mauvais. Mais en e-book, 2 e-books, 2 pépites. Le cadrage, j'en ai plus rien à foutre. Avant j'essayais de cadrer avec les bibliothèques. Non, c'est parti. J'ai commencé hier soir à l'Éden, le secret des lits. Là j'ai encore lu 50 pages. Je vous avoue, je lis un peu en diagonale. Donc je pense que vous vous doutez que mon avis ne sera pas genre ultra positif. Il y a des petits trucs qui m'ont fait tiquer. Elle va avoir ses 17 ans, mais c'est pas encore le cas quand on commence le livre. Son père vient de mourir et donc c'est sa grande sœur qui s'occupe d'elle. Elles ont 8 ans de différence. Sa grande sœur a retapé un peu la baraque pour en faire une chambre d'hôte. Ok, jusque-là tout va bien. Il y a une série d'incendies un peu bizarres. Le lycée va prendre feu, elle va aller chercher sa pote et elle va manquer de mourir aussi dans le feu. Elle va être secourue par un pompier qui s'appelle Jérémia. Ça va être le love interest. Sauf qu'il est pompier. À un moment, sa sœur a dit qu'il est très jeune. Jeune, ça peut être 20 ans, c'est encore jeune. Je me dis, elle a quand même 16 ans. Ça me met excessivement mal à l'aise. On nous dit qu'après le lycée, il a 1 an de formation, il a été envoyé en gros là. Bon, déjà, pour avoir une copine qui sort avec un pompier volontaire, ça se passe pas comme ça, hein, c'est pas si simple de rentrer chez les pompiers, mais au-delà de ça. Donc, il a à peu près 19 ans, elle en a toujours que 16, ok, elle se rapproche de ses 17 ans, mais tu sais, il y a le truc de elle est mineure, il est majeur. Et c'est peut-être parce que ma première relation d'adulte, j'avais 17 ans quand j'ai rencontré mon ex et il en avait 22. Une relation bien toxique, bien horrible, que du coup ça me fait autant tiquer. Dans la réalité, c'est vrai que parfois on a des différences d'âge, surtout vers ces âges-là de 17-18 ans. Et je trouve que dans un livre, c'est toujours un peu particulier de mettre ça en avant. Ça me met mal à l'aise. Lui en plus il est pompier donc tu sais c'est un peu comme les médecins et les flics, il y a une figure d'autorité au vu de la société. Ça peut pas démarrer sur une relation saine, du insta-love, ok, elle tombe tout de suite amoureuse de lui, genre waouh il est trop beau, il est trop beau, waouh. Et en fait elle lui court après parce qu'il lui dit pas grand chose, il agit super bizarrement. Moi je suis désolée, je lis pas des romans pour que ce soit la meuf qui court après le mec, hein. Sinon il suffit que j'aille regarder certaines de mes potes, mais je ne veux pas ça dans les livres. Elle est là en mode ouais alors dans le lycée il y a différents groupes, il y a en gros les has-been, pas dit comme ça, parce que has-been c'est un terme has-been, et il y a les populaires, et elle refuse d'être dans des cases, donc elle est un peu entre les deux. Je trouve que c'est une remarque qui doit être sans doute faite par des adolescents, encore que ça faisait très pique-me. Pareil, son meilleur ami s'appelle Liam, d'ailleurs il faudra qu'on parle des prénoms après. Lui il fait partie des populaires et il est très beau, donc il a plein de groupies, et elle est pas comme ça. Vraiment c'était pas dit comme ça, texto, mais ça se sentait tellement que ça voulait dire, et j'étais en mode ah, une bonne pique-me. C'est une réaction assez logique pour une adolescente, mais moi ça me fait rouler des yeux, je suis en mode oh pitié. Dès le début j'ai senti que ça allait pas le faire, mais il y a quand même ce mystère parce qu'en gros sa soeur elle a un tatouage bizarre, tu sens que Jérémia il a un lien avec tout ça, t'as envie de savoir, mais pas assez pour que je me lise pas en diagonale. Je pense que je vais essayer de le finir le plus vite possible, comprendre un peu ce qui se passe, mais je comprends pourquoi la maman n'a jamais acheté la suite. Par rapport au prénom, ça m'a fait tiquer parce que ma soeur s'appelle Elisabeth, son meilleur ami s'appelle Liam et Love Interest s'appelle Jérémia. Je suis en plein écriture d'Honora. Il y a ces 3 prénoms. Alors Elisabeth que dans le tome 1 et c'est un personnage très secondaire, mais Liam et Jérémia sont 2 persos importants dans Honora. Je me dis, l'autrice elle est française, soit je me disais c'est quoi la probabilité d'avoir ces prénoms là, c'est pas des prénoms qu'on trouve régulièrement en plus dans les bouquins. En plus elle l'a publié au même moment qu'Honora sur Wattpad, donc je me dis mais c'était quoi les probabilités et les chances. En plus Liam c'est le meilleur ami du coup de Mila qui est l'héroïne, et dans Honora bah, Liam est son meilleur ami. Ce Liam là, le meilleur ami qui tombe amoureux d'elle, c'est genre il est super populaire et tout, mais il va tomber amoureux de sa meilleure amie, ou je précise quand même, ils font le trajet ensemble pour aller au lycée, mais dès qu'ils arrivent au lycée, il l'abandonne parce qu'il a un peu honte d'être avec elle. Bon bah je suis navrée de vous dire que mon Liam il est supérieur à celui-ci. De ne pas du tout aimer la relation d'amour, Jérémia je l'apprécie pas du tout. Alors je l'aime pas du tout. En termes de love interest, celui-ci non. Non, 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 non. Elle me cringe quand elle parle du Jérémia. Et je pense qu'il y a des coups de foudre où j'adhère. J'aime bien l'idée du coup de foudre en vrai, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais là en fait, lui je peux pas m'empêcher de me dire... il est majeur. La relation elle est pas du tout à égalité, surtout qu'il sait des choses et pas elle. Donc je vois pas comment tu peux construire une histoire d'amour alors que dès le départ, t'as autant de différences. Nous ne changeons pas une équipe qui gagne.
Je vais fermer les volets aujourd'hui. Enfin, la moitié des volets, genre la baie vitrée. J'ai terminé ceci. C'est même plus le lire en diagonale. À la fin, je lisais la fin de la page de droite. Même comme ça, j'ai lu les plot twists. Je les avais littéralement tous captés, sauf le dernier. Mais le dernier, je pense qu'il n'y avait pas vraiment moyen de le deviner, honnêtement. Et tu sais, c'est pas le plot twist, je me suis dit, OMG, genre, il me faut la suite. Vous voyez, j'étais en mode, ok, c'est un choix audacieux auquel je m'encarre, vraiment, je m'encarre. J'ai pas d'argument pour vraiment ne pas apprécier ce livre, mais j'ai pas d'argument pour vous convaincre de l'acheter. Le seul commentaire négatif que j'ai lu sur Goodreads disait que les personnages étaient extrêmement clichés. Et c'est rare que je n'aime pas autant les love interest. Jérémia, c'est le mec qui joue le chaud et le froid tout le temps. Genre, à un moment, il avoue lui avoir menti, et genre, une page plus loin, il dit tu me fais confiance, et elle lui dit oui. Et je me dis, mais mon dieu, mais c'est à ça que ça ressemble l'amour. Ça nous rend stupides. Genre, j'étais là en mode, mais il t'a menti. Et toi, tu dis oui quand il te demande si tu lui fais confiance, puis juste après. Donc, j'étais en mode, elle a 16 piges, en plus, lui, on en revient encore à ce fait, mais il est majeur. Enfin, je trouvais que non, leur romance d'amour, je n'y crois pas un seul instant, honnêtement. À un moment aussi, ils parlent de potentiellement coucher ensemble. Je suis là en mode, elle n'a pas encore 17 ans. Il y a certaines choses où vaut mieux pas romantiser ça, et je pense qu'il y a assez de trucs dans la réalité qui se passent qui sont pas foufou pour le mettre en avant dans les livres. Je ne le recommande pas, honnêtement. Ça, je pense que ça va directement partir à Emmaüs. On va commencer Tout est sous contrôle sauf toi de Sally Thorne. J'avais adoré. Meilleur ennemi, c'était avec Dark Rise, mes deux coups de cœur de l'année 2022. Pour vous dire que l'année 2022 avait pu la merde quand même en termes de lecture. L'année dernière, j'avais lu Drague Interdite, que j'avais adoré, qui était beaucoup moins bien noté. Drague Interdite, un peu comme celui-ci, sont pas oufement bien notés. Écoutez, moi j'ai adoré Drague Interdite. J'espère bien que celui-ci sera tout aussi chouette. Et là, comme je pars dans 2 heures chez l'ostéo, je vais voir un peu en urgence, dans le sens où j'ai pris rendez-vous hier soir pour aujourd'hui. Après cette séance, je vais être cassée en deux. Il ne faudra pas me demander comment je m'appelle. Donc ce petit va y passer. Il fait à peu près 6 heures d'après la liseuse. Donc je pense que je vais le lire en 3-4. Chez moi, les romans de Sally Thorne, ils durent une journée. Je suis obligée de les lire vite. Commencé hier, fini hier. C'était tellement bien. Vraiment, les premiers avis Goodreads, ils ont 1 étoile et 2 étoiles. Je ne comprends pas ce que les gens veulent, ok? Voilà, ça me confirme encore une fois pourquoi je ne vais jamais lire les avis des gens sur mes propres livres. Vraiment, je vous jure que Goodreads, c'est une expérience sociale pour moi. Et ça me confirme. Pourquoi? J'ai même pas lu les commentaires négatifs parce que je me suis dit je vais m'énerver. Mais j'ai trouvé que ce livre, il était tellement juste. J'ai rigolé, j'ai pleuré. C'est rare que je pleure, ok? Sur des bouquins. Mais je crois que j'avais aussi pleuré sur son précédent. Je sais pas, je trouve que... J'en parlais à Magali, et je disais j'ai l'impression que Sally Thorne, elle parle à mon cœur brisé. Je sais pas, il y a un truc dans les thèmes qu'elle aborde, la manière dont les choses sont perçues, qui est très chouette. En plus, j'ai adoré parce que Théo, c'est un peu le mec un peu bordélique, et elle est tellement ordonnée. Dans la plupart des romances, on l'aurait vu lui tout faire pour qu'elle soit un peu moins ordonnée. Sa collègue de boulot qui est intérimaire lui dit qu'il faut quand même mettre en place une méthode pour réussir à ne plus être célibataire, et donc il y a un relooking. Lui, il est super en colère, et à un moment il dit mais t'es parfaite comme ça, pourquoi tu veux changer ton look? Il est très cool, il te va très bien et tout. Et j'ai aimé que il cherche pas à la changer. Après je me suis dit est-ce que c'est pas pour la garder pour lui-même? Mais après je me suis dit non, ne pense pas comme ça. En plus il a dit qu'il n'aimait pas les hommes, donc il coche quand même beaucoup de cases, des très bonnes cases. J'ai aimé, c'est que lui, il n'a pas eu une enfance super chouette, tout a toujours été très chaotique dans sa vie. Ce qui fait que quand elle est super routinière, elle a plein de listes, lui, c'est quelque chose qu'il aime et qu'il recherche en fait, je pense sans réellement le savoir, mais en fait c'est dès qu'il comprend comment elle est, direct il lui dit mais en fait j'aime trop tes routines, j'aime trop tout. Comme ils sont voisins et que avant c'était un appartement et qu'ils ont juste foutu une cloison, tout s'entend très bien. Ils savent ce que fait l'autre tellement on entend tout, et du coup en fait il passe son temps à aller la voir, à aller lui dire ouais, on mange ensemble, on fait ci, on fait ça, et j'ai trouvé que tout était d'une justesse. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on la voit pas affronter ses parents. C'est juste, ça se finit à l'épilogue où en fait elle va le présenter à ses parents qui sont vraiment très traditionnels, lui super tatoué avec des cheveux longs, enfin c'était doux, c'était bien, c'était chouette. Et sinon je crois que c'est son dernier qu'elle a publié et il date de 2021. C'est loin 2021, on va arriver en 2015, oh putain 2025. Ces bouquins ils résonnent en moi d'une manière très particulière et je sais pas pourquoi précisément, mais des fois il y a des espèces de coups de foudre sur des plumes, et à contrario, typiquement avec l'Éden, la plume j'arrivais pas à accrocher alors que
Il y avait rien qui réellement justifiait que je n'accroche pas. Et à contrario, je sais pas pourquoi. Bon, il y a beaucoup d'humour, mais même comme ça, je trouve que c'est la manière dont elle aborde l'amour. Je trouve que son point de vue change de ce qu'on peut lire en rom-com. Ça n'est jamais faux, en fait. À chaque fois qu'elle écrit sur l'amour, sur le célibat, sur pourquoi on se retrouve célibataire, je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne en moi. Et là, on va s'attaquer. Alors, on change totalement de registre. S'attaquer avec Game of Thrones. C'est le tome 1, nommé Le Trône de Fer. Est-ce qu'on peut parler de cette mise en page? Y a là, qu'est-ce que ça? Des marges? No marges. Non, non, non. J'aime pas la typo qu'ils ont utilisée. Moi, je suis très tradie, ok? Et le Times New Roman, je pense que c'est très bien et qu'on devrait pas changer. J'ai une autre édition que la maman avait achetée sur France Loisirs. Et alors, là, vous allez voir, il y a des marges, mais c'est peut-être encore pire. C'est en taille 9. Honnêtement, je pense que je ne déconne pas quand je dis que c'est en taille 9. C'est super petit. Tu vois, je suis là en mode, j'ai 29 ans quand même, je n'ai pas besoin de loupe. En plus, on voit à travers, tu sais, le papier, il est fin là, on dirait des... Tu sais, le papier de Bible un peu là. On voit un peu à travers, et comme c'est écrit petit, je suis là en mode, mais t'imagines, tu te mets, après ta journée de taf, tu plisses les yeux comme ça, enfin, tu te flingues la vision là, tu perds 1/10 de vue à chaque fois que tu reprends le livre. J'ai fait, mais horrible. La typo me plaît, mais alors la taille c'est no way, et là mine de rien c'est un poche quand même. Bon alors il y a qu'un tome, là il y en a 2, mais au moins on est quand même à une taille plus correcte. Et en fait je comprends pas parce qu'ils ont quand même mis des super marges, et je me suis dit mais mettez un peu moins de marge et augmentez la police, merde. Le premier tome sur cette version poche fait 477 pages. Je ne sais pas où ça s'arrête dans la saison télé. Ça fait très longtemps que je me suis pas lu un fantasy. En fait, je dis ça, mais j'en ai pas lu des vrais en vrai des fantaisies avec multiples points de vue. Par multiples points de vue, j'entends plus de 5. Ça devait être celui d'Olivia, sur les Carmidor. Ça fait longtemps que je m'étais pas tapé une bonne grosse saga de fantasy sa mère. J'ai regardé, du coup, pour la traduction. C'est le même traducteur qu'en 98, donc c'est Jean Sola. Je comprends pas qu'ils aient pas refait une trad. Alors je me doute que ça doit coûter la peau du cul, mais vu tout ce que ça leur a rapporté, hein, parce que c'est Pygmalion qui avait publié la traduction en fait, et donc tout ce qui est poche et tout reprend, typiquement François Dire reprend ce qui a été fait par Pygmalion, ils ont dû s'en mettre plein les fouilles les salauds, ils pouvaient pas nous refaire payer quelqu'un qui aurait respecté plus la plume de cet auteur. On est à la fin, j'ai commencé à le lire samedi soir et je l'ai surtout démarré et démonté dimanche. J'ai passé une grande partie de la journée à lire, hein, je tiens à vous le préciser. J'avais pas envie de filmer donc j'ai pas filmé. Je suis à peu près 75, je suis à la page 399 et ça s'arrête à la page 477. On est sur la fin. Vous savez quand dans Vision de Feu je vous disais j'aime bien les poches parce que ça se lit vite. Je viens de monter cette vidéo là donc c'est pour ça que je m'en souviens si bien. Bah pas avec Game of Thrones, voilà. Hein. Après je le lis plus lentement. Hier j'ai dû bien lire 6-7 heures en vrai, un peu tout le long de la journée. Mais j'ai quand même beaucoup lu. Ça me donne tellement envie de relire la série. Je vous jure, j'ai trop de trucs à dire. Je trouve que dans la série, comme on est spectateur, on est vraiment à l'extérieur, là où en fait chaque chapitre on suit des personnages différents, mais les personnages différents en fait annoncent finalement qui sont les gentils, dans le sens où on suit toute la famille Stark, on suit Daenerys et ensuite Tyrion. Et c'est vrai que Tyrion, dans la série, j'ai mis beaucoup plus de temps à l'apprécier parce que j'étais vraiment Daenerys et les Stark, je trouve, dans la série. Mais Tyrion est arrivé beaucoup plus tard parce que c'était un Lannister et donc qui était un peu perçu comme méchant, alors que dans le livre, direct, on a ses points de vue à lui et on comprend très vite qu'en fait, il est pas du tout... c'est la brebis galeuse, hein. Il le dit, il le répète d'ailleurs, et aussi on met en avant son intelligence tout de suite. Là où je trouve que dans la série, il avait, en tout cas des souvenirs que j'en ai, parce que j'ai calculé, ça fait 10 ans que j'ai vu la saison 1. La claque! La claque! Des souvenirs que j'en ai, j'ai pas tout comme souvenir évidemment, parce qu'en plus c'est 1 heure d'épisode. La saison 1 fait le premier tome de Game of Thrones, donc cette première partie est le deuxième tome en poche, donc il fait réellement une première intégrale. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qu'ils ont un petit peu modifiés, mais je me souviens pas de tout. Mais je me souviens que Tyrion, au début, pour moi, c'était vraiment le mec qui passait son temps à penser qu'au cul, en gros, et à boire. C'était ça que j'avais dans l'idée de Tyrion, là où je trouve que dans le bouquin, il a ces côtés-là, je trouve moins forts. J'aime aussi, c'est finalement, il y a une espèce de diversité qui, je pense, n'était pas voulue comme cocher des cases, parce que le bouquin, je crois qu'il a été
publié en 96 en anglais, donc bon, c'était pas encore très actuel, mais finalement, Bran est handicapé. Tyrion, c'est un nain. Je trouve que en vrai, c'est quelque chose que tu vois très peu dans les bouquins, pour ne pas dire jamais. Et je trouve que Tyrion, parce qu'on a son point de vue aussi, ce n'est pas caricatural. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui est extrêmement conscient en fait qu'il a survécu uniquement parce qu'il était dans une famille de riches, mais pour autant qui a été détesté par sa famille. C'est un personnage qui du coup a grandi et a vieilli prématurément par le fait d'être différent. Tyrion, avant de dire que c'est quelqu'un de petite taille, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est extrêmement observateur et qui en tire des conclusions qui sont très justes. Je trouve que ça apporte une autre dimension au personnage que j'ai compris, je trouve, beaucoup plus tard dans la série, par exemple. Il n'empêche que j'ai quand même des préférés, et c'est marrant, c'est que c'est à peu près les mêmes préférés que j'avais dans la série, qui sont Jon, Daenerys et Arya. Même dans les livres, c'est quand même les persos que j'apprécie le plus. Je trouve que la série là est ultra fidèle. Bon, après, de toute façon, c'était les premières saisons, donc elles étaient fidèles. Daenerys a quand même 13 ans au moment où elle est mariée. C'est quand même un peu chaud. T'es là en mode putain, elle a 13 piges et tout. À savoir que la nuit de noces, il lui demande quand même son consentement. Ce qui est dans l'horrible mieux. Parce que dans la série, c'est quand même un viol caractérisé. Par la suite, par contre, c'est vraiment du viol conjugal qu'elle a, je tiens à préciser. Tu vois, je trouve encore plus, du coup, le switch entre elle subit tout et en fait, elle va commencer à vraiment s'opposer à son frère et là, à changer même d'avis sur son mariage au lieu de le subir. Elle va décider d'en devenir maîtresse. J'aime l'idée que ce soit amené comme ça. Elle décide d'oser des trucs parce qu'elle se rend compte que le peuple où maintenant elle vit, elle peut se le permettre, petit 1. Et petit 2, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout romantisé parce que même si on sait, enfin je sais déjà par la suite comment ça se passait avec son mariage, il n'empêche que quand Sansa, qui a 12 ans, et Geoffrey, je crois qu'il a le même âge qu'elle, ils ont tous les deux 12 ans, Robert propose à Ed de marier leurs enfants, et il lui dit non mais ils ont 12 ans en fait, on va pas faire ça. Et du coup Robert lui dit non mais t'inquiète, ça se passera dans quelques années. Donc tu comprends déjà par le reste de l'histoire et par d'autres familles finalement que le mariage de Daenerys reste quand même quelque chose d'horrible et ignoble, même dans leur milieu. Je trouve que les femmes sont excessivement bien écrites dedans. C'est-à-dire que Catelyn, par exemple, ne supporte pas Jon parce que c'est le bâtard, mais tu as son point de vue et tu comprends qu'en fait, elle se doutait bien que son mari pourrait avoir des bâtards. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est qu'il vive avec ses enfants, avec que Jon vive devant elle, parce que c'est un rappel incessant de ce que son mari a fait. Même si forcément Jon est attachant et de son point de vue, c'est vrai que c'est extrêmement triste, je trouve que le point de vue de Catelyn s'entend. Parce que c'est quand même pas évident du tout comme choix, surtout qu'elle n'a pas eu le choix. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il Ed lui a imposé Jon. Et du coup, à aucun moment, Catelyn a eu le choix, donc tu comprends pourquoi elle n'aime pas Jon. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que dans ce premier tome. Tout est intéressant. Je trouve qu'il y a des points de vue, forcément. Je suis quand même contente de retrouver plus certains personnages que d'autres. Mais ils sont très bien écrits. Pareil, Sansa, elle a ce côté de respecter les normes de ce qu'on attend d'une femme et donc d'une jeune fille. On a un peu envie de la secouer parce que elle respecte tout à la lettre et elle en devient un peu détestable. Mais je trouve que c'est bien formulé parce qu'en fait, elle n'a pas tant le choix que ça. Et du coup, à contrario que Arya prenne le contre-pied de ça et que son père valide finalement la possibilité qu'elle décide de se battre et autres, ça en est d'autant plus intéressant. Je vais pas tarder à lire le tome 3 du Sorceleur. Bon, forcément, de passer d'un livre où les femmes sont dans une société patriarcale, elles subissent quand même beaucoup de choses, tu le vois ne serait-ce qu'avec Catelyn qui doit supporter Jon alors que elle n'a pas eu le choix, donc tu comprends que les hommes restent supérieurs aux femmes, que même s'il y a certaines choses qui... donc qu'on reste finalement dans une société qui discrimine les femmes de par leur genre, c'est très réaliste et c'est très juste, ne serait-ce que par rapport à notre société. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle je trouve que Game of Thrones est excessivement bien écrit et que je comprends finalement pourquoi ça plaît tant. Petite note sur la traduction, c'est tellement des fois pompeux que c'en est un peu incompréhensible à certains moments. Est-ce qu'on peut noter aussi qu'il y a à des moments, il y a des espaces qui sautent, il y a des mots qui sont collés les uns aux autres. Je suis désolée, mais le bouquin a été imprimé en 2018, ça a été traduit par Pygmalion. Donc ils ont cédé les droits à J'ai lu. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a pas un des deux qui a pas reçu des messages sur des coquilles. En plus, c'est Game of Thrones, ça leur a brassé tellement de fric que, regardez, à la fin, ils font une pub pour la série. Excusez-moi, mais vous vous foutez de notre gueule quand même. Je sais pas, prenez un stagiaire pour relire le bouquin. Je vous jure que ça m'agace, il y en a plusieurs. Et je suis désolée, mais sur un bouquin comme ça, où vous êtes fait un max de pognon, non. Du coup, ouais, la traduction, c'est pas le truc dont je suis le plus fan. Des fois, je trouve que dans la manière dont c'est écrit,
c'est alambiqué et je pense un peu inutilement honnêtement. Là vraiment j'ai envie de revoir la série, j'ai envie de constater des différences parce que ça me replonge dans cette même atmosphère que j'ai autant aimé dans la série. Bon, désolée pour les bruits de hôte, mais je suis en train de préparer à manger et je suis en train de lire et ils sont dans un bordel et il y a une femme noire, ok, vous êtes prêts pour ça? Il baisa la main de la négresse. À quel moment, putain, tu notes ça? En 2008, puisque c'est de là dont date la traduction. Et surtout, j'ai lu, ne s'est pas dit. À aucun putain de moment, faudrait peut-être qu'on change certains termes. Bah non. Sans surprise, il me restait 75 pages d'hier. J'ai terminé Game of Thrones. Bon, le terme raciste, à mon avis, c'est le fait du traducteur, je pense. Il y a un truc que j'ai relevé, je trouve que parfois il arrive que des personnages soient gros, notamment Tommen, mais je crois que Bébou il a genre 5-6 ans. À un moment on avait les âges au tout début, est-ce que les Lannister aussi? Oui, il a 7 ans, il est joufflu tu vois. Je trouve qu'on nous le remet souvent en avant. Arya je crois qu'à un moment elle dit qu'il est gros quoi, mais dans le sens d'une insulte, hein, vraiment pas en mode c'est ce qu'il est. Il y a juste ça je pense qui m'a un peu gênée, mais vraiment c'est de l'ordre plus du détail, c'est-à-dire que ça apparaît très rarement quand même dans tout le livre, mais il y a quand même 2-3 mentions qui m'ont fait tiquer. Surtout sur ce personnage-là, je pense, parce que on veut nous envoyer le message de il est petit, il est rondouillard, et c'est le deuxième garçon du roi, donc il est moins important. Par contre, on a eu l'arrivée de Sam, qui est gros, vraiment décrit comme obèse dans le livre, et je trouve qu'il a un côté très attachant. On met en place tous les personnages là. Je me suis arrêtée, ça doit être la moitié de la saison 1 à peu près. Il y a des trucs que j'ai oubliés, genre j'avais oublié Catelyn qui amenait Tyrion. Je me souviens pas du tout de ça. Truc que je me souviens pas, donc c'est encore plus agréable de lire le livre maintenant. Je pense que c'est un très bon move de ma part. Parce que du coup, il y a des trucs que je redécouvre un peu en mode putain ça, il s'était passé ça, ou il y a ça et tout, et ça c'était très cool. Je me suis lancée dans un puzzle, mais clairement ma table basse est beaucoup trop petite pour ce que je vais faire. Je m'attaque à ça. Puzzle de 1500 pièces, plein de couleurs qui se ressemblent, je veux bien en chier. Et pour ne rien vous cacher, c'est le seul puzzle que j'ai chez moi. Et je voulais avoir un truc en fond, mais ne pas finir sur mon téléphone. Je regrette. Je vais commencer La Bête de Ellie Kennan, publiée chez Gallimard dans leur collection Scripto. Alors, je voulais vous faire cette vidéo juste pour ça. Game of Thrones, on se souvient. La Bête. Oh, le confort de lecture. Voilà, ça va être agréable à lire. Il est court en plus, il fait 312 pages, je pense que ça va se lire en 2 jours. Tout bonnement magnifique et très beau. Je trouve qu'il y a un très joli travail qui a été fait sur la couverture. Surtout que je pense qu'à l'époque où il est sorti, ça devait être encore plus rarissime que maintenant. Traduction française 2007. Le livre a été traduit avant Game of Thrones. Je ne sais pas à quoi m'attendre et le seul truc qu'il y a derrière c'est marqué « Certains secrets sont trop lourds à garder ». Donc j'imagine qu'il y a un ado qui se transforme. Je prêche à table et je... Mon gros cerveau. Pour le même jour, sans ça se voit à ma tête, j'ai lu jusqu'à la page 94, on est chapitre 8. Je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais c'est trop bien. Par contre, j'ai découvert que j'avais pas mis sur Goodreads le livre, donc je le lis, mais en fait ça va pas faire baisser ma page sur Goodreads. C'est pas grave, ça m'arrive quand même régulièrement. J'aime beaucoup suivre Stéphane qui est un adolescent placé en famille d'accueil. J'aime trop parce qu'en fait le début c'est genre la liste des 10 pires trucs qu'il a fait et ça commence par petit 1 maltraitance. À 7 ans j'ai forcé mon frère Charlie 3 ans à fumer une clope. Et je trouve que déjà rien que ça donne le ton du bouquin. Stéphane, il a 17 ans, c'est un gosse qui a absolument pas été aidé dans la vie. C'est pas sa première famille d'accueil, loin de là. Il ne sait pas trop bien lire, il ne va plus à l'école, genre il travaille à 17 ans quand même. Dans un mois, il va avoir 18 ans, donc il ne pourra plus être en famille d'accueil. On comprend vite que tout son argent de poche passe dans le fait qu'il achète des cochons morts, précision parce que c'était pas le cas au début. On comprend qu'il connaît déjà la bête, que en fait il la nourrit. Elle est enfermée dans un espèce de truc un peu chelou, de cage en acier, à moitié aquatique, et donc il nourrit la bestiole dès qu'il peut. Sauf que il est un peu dans la merde, puisque là il va devoir payer un loyer plus gérer la bestiole. Dès le début, son but c'est de la tuer, parce qu'il peut plus s'en occuper, et que c'est un monstre en fait. Le truc il fait 4 mètres, je crois que c'est 4 mètres allongé, je crois que c'est pas trop une bestiole qui se met debout, pour l'instant de ce que j'ai compris. Mais en fait il peut plus s'en occuper et puis il est terrifié à l'idée en fait qu'elle s'échappe de la cage où elle se trouve et qu'elle bute des gens. Hein. Stéphane est extrêmement lucide sur sa situation. C'est un gamin ultra débrouillard, intelligent mais pas de l'intelligence de... Il sait super bien calculer. Il a arrêté l'école très jeune, il a zappé tellement de cours qu'en fait il a du mal à lire. Il a appris à lire plus tard grâce à une autre famille d'accueil
et il lit très lentement, très doucement. Il a des difficultés à compter. C'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école et pour autant qui est très intelligent en fait. S'il avait eu les mêmes chances que tout le monde, c'est clairement un gosse qui aurait pu s'éclater dans les études. Il y a un côté très touchant je trouve avec Stéphane. Essayer de comprendre en fait tout ce qui s'est passé. On commence déjà à avoir des réponses par rapport à sa vie de famille. Pour le gosse il a pas été aidé. Hein. Il y a plusieurs remarques sur le fait que si les parents avaient des tests à passer, ses parents jamais ils auraient pu avoir 3 fils. Se surprend à le trouver extrêmement attachant et à espérer qu'il s'en sorte. Je sais pas que ça va s'améliorer avec sa petite bête là. À un moment il va sur la route et il voit une bestiole et au lieu de ralentir il écrase en se disant au moins la bête là, elle aura de la bouffe. Quand il regarde au niveau de la voiture, il se rend compte que c'est un chien qu'il a écrasé et il décide d'adopter le chien. Sauf que c'est un chien errant, il est miteux et tout, enfin, il a plein de vers et tout. Et lui, du coup, il est là en mode non, je pourrais le garder. Sa famille d'accueil, il dit bah non, tu vas pas le garder, on va l'amener à la SPA. Du coup, il est là en mode finalement, ils veulent pas des vieux trucs comme lui et moi. Et je trouve qu'il est extrêmement touchant. C'est pas attirer de la pitié pour attirer de la pitié comme on a souvent dans les bouquins un peu ados. Il attire notre compassion plus que notre pitié, ok? Si c'est un gosse, t'as envie profondément qu'il réussisse parce que tu te dis juste il a pas tiré les bonnes cartes en fait et c'est con qu'il puisse pas s'en sortir. Donc je trouve qu'il y a un côté extrêmement attachant à Stéphane. Hier soir, j'ai terminé La Bête. Finalement, je l'ai lu en une journée. Tout sonne très juste dans ce bouquin jusqu'à ce que à la fin, il y ait la petite biographie de l'autrice et que je découvre qu'elle a grandi en famille d'accueil. Donc je pense que c'est pour ça que ça sonne aussi juste quand Stéphane parle de sa vie en famille d'accueil. Il se passe pas grand chose. Je m'attendais vraiment plus à un épilogue, un happy end. C'est pas le cas. Ça finit quand même bien. J'espérais qu'il ait une meilleure vie. Qu'on nous dise ça va, il s'en est sorti dans la vie. Et là, je trouve que c'est fait peut-être un peu exprès aussi de laisser ouvert ça pour dire bah est-ce qu'il va s'en sortir ou pas, on verra bien. Mais c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et si jamais vous tombez dessus ou quoi, je vous le conseille. C'est un désherbage, donc c'était un peu inattendu, mais vraiment foncez. En plus, la couverture est belle. Alors moi, du coup, comme c'est un désherbage, c'est une bibliothèque qui l'a vendu, donc il est recouvert et tout. Mais il n'empêche qu'on peut toujours saluer la beauté du bouquin. Aujourd'hui, j'ai commencé, j'ai lu, j'ai terminé sur ma pause d'âge. C'est dire le roi vampire de Ninon Iris H, c'est un auto-édité. Ninon, j'ai déjà lu plusieurs de ses livres, j'avais découvert Ninon sur les réseaux sociaux, j'avais acheté Narcissa, que je n'ai toujours pas lu. Du coup, il est passé dans ma plaque des dinosaures, c'est une honte. Par contre, j'ai lu Campus Matcher, un peu mon année pas folle en termes de lecture, donc il m'avait fait vraiment du bien celui-ci. J'avais adoré Campus Matcher, genre gros coup de cœur. J'ai lu Chimère de Braise et de Rêve, un peu moins fan de celui-ci. Alors c'est une romance qu'elle dit clairement comme érotique, donc c'est-à-dire qu'il y a 60-70% du bouquin c'est que du cul. Donc je veux dire tu peux pas ne pas savoir vraiment, elle le dit dans le résumé, elle le market comme ça, c'est noté au début du bouquin. Il y a quand même des gens sur Goodreads qui ont dit oui le world building il est pas fou. Elle va plus en 150 pages, on fait pas des miracles, hein, surtout quand on vous vend que ça va être des scènes de sexe. Enfin, des fois je me dis mais les gens ils veulent quoi? En 150 pages on fait pas des miracles, hein. C'était très bien pour ce que c'était, ça a été très bien vendu comme le bouquin est. Enfin pour le coup moi celui-ci j'ai beaucoup aimé finalement. Je trouve que Ninon a un talent très particulier pour écrire des scènes de sexe. C'est un complément comme un autre ma foi, mais je sais qu'elle lit beaucoup de bouquins avec des scènes de sexe et je sais pas, je trouve que du coup elle trouve les mots justes alors que Ninon lit pratiquement que en anglais, enfin elle lit beaucoup en anglais, mais je trouve qu'elle a quand même un talent pour les écrire. Je trouve toujours très chouette ces scènes de smut. Suivre Ninon sur les réseaux, je trouve que c'est une autrice qui communique beaucoup sur ses bouquins. Et ses bouquins sont quand même très cool et très chouettes. Je sais aussi pourquoi ça fonctionne, parce que je trouve qu'elle écrit très bien. Ses bouquins sont toujours très chouettes. C'est juste que des fois, ça matche moins bien avec certaines sagas, et je suis un peu déçue que ce soit celle finalement dont elle est, j'ai l'impression, la plus fière, avec qui ça matche le moins pour moi. Écoutez, toujours un peu déçue de moi-même, mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Je trouve qu'il y a une scène qui est un peu touchy, qu'elle a réussi à gérer à la perfection, et vraiment pour ça, bravo Ninon. Donc là maintenant, fini les réjouissances, fini les bons livres. Je savais qu'il vous a manqué. Alors pourquoi j'ai mis un marque-page, parce que j'ai pas du tout commencé à le dire. C'est là, bah écoutez, François je me suis dit, bon bah là on va mettre tome 3, tome 4, donc ils est vraiment séparés. Je me suis mis moi, c'est mentalement pour que ça aille mieux dans ma tête. Ça fait 457 pages, donc c'est le tome 3. J'ai un peu regardé sur Goodreads les avis, visiblement toujours autant de misogynie. Ça sera ma prochaine lecture. C'est vrai que là en ce moment je dégomme les livres, mais il faut dire que Honora me prend tellement toute mon énergie vitale que je n'ai envie de rien faire d'autre. Genre là j'ai acheté des jeux sur Steam, j'ai fortement envie d'y jouer parce que je les ai achetés et que c'est des jeux qui me bottent depuis très longtemps. Je n'ai juste pas la force mentale de les ouvrir, c'est un délire. Annulation de la mission puzzle, je suis en train de le ranger, je me suis dit putain j'ai pas... je vous ai pas montré ce que j'avais commencé à faire. En fait, la table basse.
n'est pas assez grande sur la largeur. Voilà, ça dépasse genre je pense de 2-3 puzzles. Sauf que ça ne se joue pas dans le vide. Donc tant pis, j'annule. Et je pense que c'était un puzzle qui était en vrai plutôt difficile. Je sais que ça vous avait manqué, hein, qu'on se retrouve. On est page 38. J'ai sauté un passage qui était un peu miso. Bon, c'est pas autant que celui-ci qui est quand même sympa. Quelqu'un qui appelle Jasquier, ok. Jasquier remit ses cheveux en ordre et se redressa dans l'énorme fauteuil en bois sculpté qu'il occupait. Les deux jeunes filles qui étaient assises sur ses genoux se levèrent aussitôt et dissimulèrent leurs attraits en tirant sur leurs chemises ouvertes. La pudicité des filles. J'ai regardé la définition de pudicité, parce que je vous avoue, je connaissais pas. C'est la modestie. Pourquoi cette remarque? Pourquoi encore des jeunes filles? Pourquoi nous sortir le fait qu'elles étaient dénudées? Je sais pas, il y a tellement de questions sur la misogynie de cet auteur, je vous avoue, j'ai pas de réponse à tout. Je suis en train de lire le passage avec Triss où elle parle de Gérald et oh Seigneur, déjà, juste toute la description sur sa sexualité est gênante. Encore plus quand elle parle du fait qu'elle a essayé de coucher avec des femmes un peu par exotisme. Vraiment, c'est la sensation très forte que j'en ressens et que finalement les femmes c'est pas mieux que les hommes. On va pas épiloguer sur ça parce que je sens que je vais avoir envie de me battre et de frapper encore dans des murs. Et là, elle te sort que Yennefer c'est sa meilleure amie. Elle a couché avec Gérald, mais en l'envoûtant. Il a donné son consentement. Enfin, Seigneur, j'ai jamais vu un personnage féminin aussi mal écrit. Ça pue vraiment tous les fantasmes de l'auteur. Très très fort. Triss est en train de réformer un peu les sorceleurs parce que Ciri, notamment, a ses règles. Je trouvais que c'était tellement mal amené, mais bref, on va pas parler de ça. Elle leur dit qu'ils lui font prendre des herbes pour que Ciri soit plus forte, sauf que ça, a priori, modifie son corps. Vraiment, ses attributs féminins. Déjà, juste le terme attribut féminin, je le trouve horrible. Mais là, c'est. Donc, Lambert, c'est un des sorceleurs, il fait et comment les yeux rivés avec insolence sur la poitrine de Triss qui tendait le tissu de sa robe. Bande de porcs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais tout ce bouquin. Est horrible, ça me débecte. C'est juste après, il demande si au niveau de la constitution de Ciri ça va, et elle répond Ciri est constituée comme une jeune dryade, elle est agréable à regarder. Quoi, 12 ans? 13? Pédo, 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 pédo. C'est un moment que je vous ai pas repris, mais en même temps il se passe tellement rien, on se fait chier. Bref, là Jasquier, il est poursuivi. Il est dans une ville avec une académie et donc il demande à une élève en médecine qu'il connaît de l'aider. Et c'était bien, genre vraiment j'étais en train de me dire mais le petit chat ça va, ça finit de miauler là? J'étais en train de me dire que vraiment ça passait et il n'y avait aucune mention de ses seins, miracle. Mais ne jamais oublier la misogynie dans ce bouquin. Secret médical, Chani lui adressa un plus beau sourire encore et Jasquier ressentit de nouveau l'envie de composer enfin une ballade sur les jeunes filles comme elle, qui ne sont pas très belles, mais si pleines de charme qu'on en rêve la nuit alors qu'on oublie les beautés classiques aussitôt après les avoir vues. Toujours ce besoin de rappeler que les femmes ne sont vues que par leur physique et de les classer. Bah visiblement le truc c'est que quand tu appelles la misogynie, après ça se relance dans le texte, c'est-à-dire que pendant un moment c'était plutôt tranquille, c'était des petites phrases comme on a l'habitude, mais alors là c'est reparti, ouais, toujours avec Jasquier, on n'est jamais déçu avec lui, hein, c'est toujours un gros con. Jasquier disait les belles femmes magiciennes comprises en 4 catégories, les très charmantes, les peu charmantes et les guères charmantes. À sa proposition de coucher avec elle, OMG, j'ai envie de le démolir le type. Les premières répondaient par un oui enjoué, les deuxièmes par un sourire joyeux, les troisièmes réagissaient de manière imprévisible. Quant aux dernières, c'était toutes celles auxquelles il ne pouvait songer faire une proposition sans sentir ses genoux trembler et son sang se glacer étrangement dans ses veines. Et ben Jasquier, si tu ne veux pas avoir de problème, arrête d'être un gros connard. Vous vous souvenez quand je parlais du fait qu'il n'y avait pas des remarques sur les seins? Eh ben c'est fait sur l'étudiante en médecine que Gérald s'est tapé. Jasquier les a interrompus. Vraiment, je vois pas l'intérêt de cette scène. Les rois et reines qui ne sont pas de Nilfgaard commencent à sentir que ça pue, donc ils font un rassemblement. On apprend que, en fait, l'un des rois cherche Ciri pour l'épouser. À ce moment-là, elle a 13 ans, ce qui est déjà ultra glauque, sachant que lui, je crois qu'on dit qu'il en a 35. La seule reine du truc dit qu'en gros elle a connu Calante quand elle était jeune et qu'en gros c'était une chaudasse, pour vulgariser. Ça devrait bien se passer ce mariage puisque en fait il pourrait récupérer Cintra par le mariage et que Ciri serait sans doute comme sa grand-mère, donc pas de problème pour avoir des héritiers. Mais à quel moment? Ça me tend. On est avec Ciri, c'est en train de parler de la guerre, ok. Elle est allée voir en gros un espèce
d'adolescent, je crois qu'il a 17 ans, je sais pas trop, qui est dans le temple où là elle est avec Yennefer en train d'apprendre la magie. Le type, ça se voit qu'il est amoureux d'elle. Quand elle arrive, très clairement en train de se branler sur une image qu'elle trouve par la suite. Donc déjà, je trouve que c'est ultra malaisant ce truc-là. J'étais en mode, c'est glauque. Je regarde la carte un peu pour savoir où se trouvent les pays, où se trouve Nilfgaard, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle lui dit, arrête ça immédiatement. Le garçon retira vivement ses lèvres des cheveux de la jeune fille et devient rouge comme une pivoine. Mec, mais qu'est-ce qui tourne pas rond dans ta tête? Elle est tranquillement en train de regarder la carte. À aucun moment, il y a quelque chose qu'elle a fait pour lui montrer son intérêt, tu vois. Ça me met ultra mal à l'aise parce que je pense que là, je suis pas trop sûre de son âge, mais elle a peut-être toujours 13 ans, peut-être 14. Oui, Yennefer dit que Ciri aurait dû voir que le type qui voulait sniffer les cheveux là était sur elle. Ma soeur, elle connaît pas l'amour, elle sait pas du tout à quoi ça ressemble, l'amour amoureux. Elle est dans un temple et c'est le seul type littéralement du temple, le reste c'est que des femmes parce que c'est une déesse de la fertilité qui prie dans ce temple. Et elle a été avec des sorceleurs le reste du temps quand elle était plus jeune. Enfin, en fait, c'est pas du tout logique comme réaction que Yennefer a envers Ciri. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne connaît rien, qui est jeune, de pas savoir ça. On a la première rencontre entre Ciri et Yennefer et Ciri qui est jalouse de Yennefer parce qu'elle a une gorge magnifique. J'ai jamais vu des personnages féminins aussi mal écrits que ceux de ce bouquin, c'est un truc de malade. Yennefer, l'une des plus grandes magiciennes du monde, jalouse d'une gamine de 10 ans. Partie sur le fait que Ciri est vierge et donc qu'elle peut pas faire de la magie. Déjà c'est gênant je trouve. Mais ensuite, la partie où Yennefer lui dit bah perds ta virginité. Je crois qu'elle a toujours 12 ans. Oh non, c'est glauque et c'est pédophile là. J'ai fait ce petit clafoutis aux cerises hier à genre 23h, presque 30. J'avais pas du tout envie de filmer, la qualité elle est dégueulasse. Mais c'est grâce à ce petit clafoutis cerise que j'ai réussi à faire passer ma poudre d'amande. Pour les 200 grammes, il nous en reste plus grand chose. Une bonne partie de l'arrowroot. Sur 250 grammes, il m'en reste encore 100. Et je vous avoue que c'est une purge pour trouver des recettes avec ça. Ça donne ceci, c'était les petites cerises surgelées de Picard. J'ai terminé les cerises. J'ai déjà fait plusieurs fois cette recette, c'est une putain de dinguerie. Voilà, c'est très très bon. On est passé au tome 4. Ça commençait bien en vrai, genre on nous explique comment Calante, qui n'a pas le droit d'accéder au pouvoir, essaie d'accéder au pouvoir. On va passer sur cette phrase. Voir leurs grandes ambitions barrées par un utérus dévasté. Comprenez qu'en fait elle a fait 2 fausses couches et qu'elle est sans doute stérile. Toujours très sympathique. On nous explique pourquoi elle doit marier sa fille, comment en fait elle aurait dû céder le pouvoir au mari de sa fille qui serait devenu le roi, donc c'était plutôt bien parti, mais regardez ça, était restée jeune fille trop longtemps. À ce moment-là, donc le mariage est décidé, ils nous disent à 15 ans, si je me souviens bien dans le tome 1, elle en a 14. Était restée jeune fille trop longtemps, en fin de compte elle s'est mise à tellement frétillée qu'elle fauta avec le premier vagabond venu transformé qui plus est en monstre, donc qui est le père de Ciri. Hein. Elle a 14 ans. Les gamines de 14 ans, ça ne frétille pas, hein. Déjà, on vient de passer les déclarations d'amour entre Gérald et Yennefer. J'ai jamais aussi peu ressenti d'émotion dans un dialogue. Pour expliquer les choses, je vais devoir spoil, ok? Je me souviens pas de ça dans la série, mais je vous avoue, c'est un peu flou là, on est censé être à la saison 3. La saison 3, j'avoue qu'elle me faisait chier, donc je jouais à des jeux vidéo en regardant la série à côté, donc je me souviens pas de grand chose, mais là, Tisaya a merdé lors du congrès en gros des magiciens là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se suicide. Et je me souviens pas du tout de ça, mais je trouve que c'est tellement pas logique. Le monde est en train de brûler, elle est l'une des plus vieilles magiciennes de ce monde, et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est se suicider. Et c'est évidemment l'un des personnages féminins. On est à la fin, 933 pages, et il y a eu une tentative de viol par un mec, et après un viol par une meuf. C'était malaisant de ouf, hein, comme une scène de viol quoi, sachant qu'elle est pas tant décrite que ça, hein, on passe un peu. Mais ce qui me gêne, c'est le après. Ciri a attentionné recouvrir la jeune fille à l'aide de couverture, meuf. Et elle n'était plus seule. Ça me met excessivement mal à l'aise, en sachant qu'elle était pas d'accord. Je l'ai fini, je viens de le terminer là. Je vais pas vous mentir, hein, les 300 dernières pages du tome 4, je les ai lues en diagonale. Je me faisais trop chier. On a plein de passages avec des personnages secondaires. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils crèvent tous. Donc pourquoi on se ferait chier à écouter leur vie dont on se carre? Normalement, les personnages secondaires, leur intérêt quand ils discutent entre eux, c'est d'apporter des choses au lecteur, ok, des informations. On n'a rien. Honnêtement, ça ne sert à rien, ces passages-là. Ils sont longs. Le passage du désert avec Ciri, j'ai sauté des pages. Les gars, j'ai rien loupé. La fin, il y a un viol et les commentaires Goodreads, ils parlent du fait que Ciri, elle est peut-être bi. C'est pas parce que tu te fais violer par une femme que t'es bi.
ou t'es lesbienne, et inversement, hein, c'est pas parce que tu te fais violer par un homme que le fait que tu sois lesbienne disparaisse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, c'est une scène de viol. C'est clairement décrit comme, il n'y a pas de nom dessus, c'est quand même gênant, hein, parce que Siri, elle est dans un état de sidération, elle n'est pas du tout pour, même quand, en gros, la nana arrive, elle n'arrive pas à lui dire non. Et en fait, du coup, le fait qu'après, elle embrasse finalement sa violeuse, ça pourrait être quelque chose d'intéressant si seulement on finissait pas le livre sur 3 pages plus loin avec une conversation du préfet disant qu'ils doivent tous mourir parce que c'est une bande dans laquelle elle a été récupérée. Le truc est trop important pour qu'on laisse ça comme ça. Enfin, c'est une agression sexuelle, je sais pas, dites le terme déjà. Là, quand j'ai vu les commentaires Goodreads, il y en a qui sont persuadés que Cyril est lesbienne. Je suis mal à l'aise, je suis excessivement mal à l'aise dans la manière dont ça a été traité, de savoir que c'est un homme qui a traité ce sujet, et que visiblement il s'est à moitié renseigné, mais ça rajoute à tout le reste du bouquin finalement. Et voilà, on a survécu. Je vous avoue que lire Le Sorceleur, c'est vraiment lire ma hate read. Vous voyez, c'est la saga que je sais que je déteste, je la lis pour cracher dessus. Mais au moins comme ça, s'il y a quelqu'un qui me dit « Je comprends pas trop les sorceleurs », je peux lui sortir les arguments de A à Z. Et le pire, c'est que autant le premier et deuxième tome, il y avait des histoires de chasseurs de monstres et tout, ça pouvait être intéressant si tu passais sur le côté abject de tout le livre, concernant le traitement des femmes, mais là, on se fait chier, mais on se fait chier comme un rabat. En plus, c'est parti sur des intrigues politiques, et j'adore les intrigues politiques, vraiment, la fantaisie politique, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, sauf que là, c'est pas bien fait. Non, 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 c'est pas bien fait du tout. On fait beaucoup mieux, notamment en l'occurrence Game of Thrones, puisque moi, au moment où je filme cette intro, je viens de terminer le tome 3 en poche, et vraiment on fait mieux. On fait beaucoup mieux à la même époque. Clairement, si vous voulez vous engager sur la fantaisie politique datant des années 90, Game of Thrones. Vraiment, ça vous me mettez ça à la poubelle, hein. Voilà, et si quelqu'un vous dit que c'est son livre préféré, moi je ferai pas confiance à cette personne. Voilà, c'est dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!